There could be a bubble. NFT sales topping $4 billion. I got this little miniature donkey with a lit up sombrero. Je pense que tu peux commencer la vidéo. Salut tout le monde et bienvenue pour la première édition de cette émission où on va parler de NFT avec Brian qui est déjà venu plusieurs fois en live chez nous. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, alors moi je suis collectionneur de NFT, plus particulièrement de ce qu'on appelle le crypto art. Je suis étudiant à la base en marché de l'art, j'étudie à la Sotheby's Institute of Art qui est une bonne école en marché de l'art. Et je m'intéresse depuis à peu près 6 ans à tout ce qui concerne l'application de la blockchain dans le marché de l'art. Alors ça concernait à la base la blockchain dans le marché de l'art pour les objets physiques. Et ce qu'on voit depuis 2 ans, en gros, est ce qu'on appelle les NFT, c'est plus l'art dans la blockchain, l'art digital en particulier. Ça a fait beaucoup de bruit depuis, surtout l'année dernière, même si ça a commencé du coup il y a un peu plus longtemps. Et voilà, du coup j'ai eu l'occasion de construire une sacrée collection et pouvoir m'intéresser à ce moment-là et go down the rabbit hole, comme on dit. Et apprendre tout le langage et tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu viens de marché de l'art au départ parce que ta famille elle est vraiment dans ce marché-là. Ouais. Et alors ça c'est une question un peu plus personnelle. Est-ce que eux, ils arrivent à comprendre les NFT ? Est-ce que tu as réussi à leur inculquer cette passion ? Ouais, alors ils sont du marché de l'art, ils sont collectionneurs d'art à la base, mais ils ne travaillent pas dans le marché de l'art. Et c'était un petit peu difficile à la base. Franchement, il y avait un peu de problème pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait, mais ma mère, étant quelqu'un de très moderne, a réussi à comprendre très vite de quoi il s'agissait, à me faire confiance. Et après, quand ils ont vu que ça marchait bien aussi, ils se sont intéressés, comme tout le monde. Voilà, il y a des trucs qui se facilitent les choses, mais c'est vrai que, tu vois, quand je parlais de blockchain dans l'art depuis des années, c'est pas forcément un truc dont j'en parlais ou des choses dont je pouvais discuter, tu vois. Et c'est vrai que maintenant, on peut en parler tous les jours, tu vois, on fait une émission, ça a pris des proportions qui sont totalement différentes, tu vois. Et avant, on se sentait un petit peu seul quand on faisait de la blockchain dans le marché de l'art. Et voilà, mais du coup, c'est vraiment que j'ai grandi, moi, dans une collection d'art et j'ai toujours été proche d'artistes, de collectionneurs, de galeristes, de professionnels du marché de l'art. Et je me suis toujours intéressé à ce marché-là qui, franchement, est assez particulier et dont, même si tu as fait une école de commerce, de la finance, tout ce que tu apprends, oublie-le, tu vois. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas pareil. Et donc, du coup, il y a pas beaucoup de gens qui voient ça sous l'aspect un peu finance, machin, et c'est pas la bonne démarche en général. Et en fait, il y a vraiment... Il faut avoir des codes, il faut avoir des règles et tout. Alors même si ces codes-là dans la blockchain sont encore différents, dans le marché des NFT sont encore différents, mais il y a des similarités, il y a des choses qui font sens. Et donc, en l'occurrence, ma connaissance des artistes à la fois digitaux et d'art contemporain m'a quand même pas mal aidé à pouvoir approcher ce marché-là sur qu'est-ce qui était intéressant artistiquement parlant, sur des productions artistiques qui étaient originales, etc. L'idée de cette émission-là, elle est venue dans un premier temps parce que Brian, comme on a dit au début, il est venu à 2 lives, on a parlé de NFT. Et on se rend compte que dans un premier temps, sur le marché français, il n'y a tout simplement pas beaucoup d'émissions qui parlent de ça, qui donnent en fait des outils pour s'informer réellement dessus, à part les grosses news qui sortent, ou par exemple, on a un NFT qui est parti à des millions et des millions de dollars. Et donc, on s'est dit que, en plus de ça, la France n'est pas forcément bien vue sur le marché des NFT en général. Et donc, on s'est dit que ce serait bien de monter quelque chose pour les gens qui nous suivent, qui suivent Brian et qui veulent tout simplement s'informer sur les NFT, pour qu'ils aient un peu plus de connaissances, un peu plus d'outils pour faire le bon choix lorsqu'ils commencent à investir là-dedans. C'est sûr que c'était pas anglophone. Putain, les NFT, ouais. C'est compliqué de s'informer. Donc, il y a pas mal de gens comme ça qui j'envoie des trucs qui me disent « Ah, mais c'est en anglais ?» Je fais « Bah oui, c'est malheureusement, c'est très très anglophone. Et même tout le jargon et tout est anglophone. Donc oui, si tu parles pas anglais, c'est compliqué. Oui. C'est vrai qu'il y a un besoin pour les Français. Il y a quelques petites émissions qui sont faites en live à l'occasion. Moi, je connais pas mal de gens qui travaillent dans ce milieu-là et qui produisent. Tu avais John Carr qui fait le Non-Fungible Meetup. Enfin voilà, certaines émissions comme ça qui ont été retransmises en live. Mais c'est vrai que tu n'as pas de podcast comme ça ou de contenu vraiment vidéo récurrent sur le sujet qui essaie d'expliquer ça de manière un peu plus simple, sans trop rentrer dans les détails et juste pourquoi est-ce que c'est intéressant, pourquoi est-ce que nous on fait ça de notre vie concrètement. Et même pour les gens de haut qui s'intéressent plus à l'investissement, l'art ça reste quelque chose qui a toujours été un véhicule d'investissement, une manière de diversifier tes investissements et pas forcément tout le temps. Il y a des mecs qui font ça pas forcément pour un aspect financier, mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui commencent à acheter de l'art parce que c'est financièrement assez intéressant, fiscalement, enfin voilà, il y a plein de raisons qui font que des gens achètent de l'art. Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que de temps en temps, on peut gagner plus d'argent avec les NFT qu'on peut gagner avec les cryptos en général. Certainement, ouais, c'est clair. Et donc, puisque je m'occupe de la partie crypto, je vais faire cette émission avec toi. De temps en temps, on va avoir d'autres invités, normalement, qui vont venir parler aussi, qui vont nous faire part de l'expérience. Et l'idée de la première émission, c'était de réellement faire
le point sur ce qui s'est passé en 2021, puisque c'était vraiment une année où tout a décollé. Ouais. Tout le monde entend parler des NFT, on a des grandes marques qui arrivent, on a des milliards et des milliards qui sont investis dans ce marché. Rien qu'OpenSea aujourd'hui est évalué à 13 milliards de dollars de capitalisation, ce qui est immense aujourd'hui. Ouais. Et donc, ce serait bien de faire un point déjà sur ce qui s'est passé. Et je pense que la première chose dont on a entendu parler dans les NFT, dans les grands médias, c'était l'image de Beeple, les 500 premiers jours, 5000 premiers jours, 5000 premiers jours, donc c'est 5000 premières œuvres de Beeple, qui s'est vendu à 69 millions de dollars, il me semble. Ouais, et ça l'a propulsé, troisième artiste vivant, le plus coté sur le marché de l'art, alors que concrètement, le mec n'avait jamais vendu d'œuvres d'art sur le marché de l'art auparavant. Donc tu doutes bien que tu es galeriste, tu as un musée, tu es un professionnel du monde de l'art, tu te dis un petit peu what the fuck, quoi, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, l'hôtel de vente était un petit peu perdu, puisque je sais pas si tu te rappelles. C'est Sotheby's, il me semble. Sotheby's, ouais. Ouais. Non, ça a été chez Christie's, pardon. Christie's, Ouais, ok. le premier drop a été chez Christie's. Et tu sais quoi le prix de réserve pour le Everyday People? Je sais pas, 1000 $100. Donc ça montre bien qu'ils avaient été eux-mêmes un petit peu surpris et qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Et vraiment, ça fait un énorme buzz médiatique. Et c'est souvent le cas dans le monde de l'art. Dès qu'on entend parler d'art, c'est souvent des résultats de ventes incroyables. Oh, cette œuvre s'est vendue à 70 millions, etc. Et ça pose la question, parce que c'est vrai que même dans le monde de l'art conventionnel, pourquoi est-ce qu'une œuvre d'art se vend en 70 millions de dollars, même si ce n'est pas un NFT? On se demande fondamentalement, c'est quoi la raison? Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça qui est intéressant à aborder, c'est pourquoi est-ce qu'on a eu autant d'engouement dans un premier temps, alors qu'on n'entendait pas vraiment parler des NFT à part les CryptoPunks à l'époque. Ouais. Qu'est-ce qui justifie, c'est une mauvaise formulation de la phrase, mais pourquoi est-ce que ce NFT-là a eu autant de succès? Il y a toujours une différence entre le prix et la valeur. La valeur fondamentale d'une œuvre d'art, c'est subjectif, mais le prix est décidé par un marché. C'est l'offre et la demande. Là, en l'occurrence, Beeple, en fait, il venait pas de nulle part. C'est-à-dire que c'est un mec, moi je le connais depuis 5-6 ans à peu près, son travail, parce que je m'intéressais à tout ce qui est effets spéciaux, je suis fan de cinéma, etc. Et en fait, c'était un gars qui travaille à Hollywood, tu es en Californie, tu travailles dans le monde de la musique ou le monde du cinéma. Beeple, ça fait longtemps que tu le connais. Okay. C'était un nom, c'est le mec est une légende dans son milieu professionnel de base. Mais comme il n'avait pas évolué dans les sphères de l'art contemporain, les gens de l'art, à proprement parler avec un grand A, le connaissaient pas. Mais c'était vraiment un mec qui a une putain de légitimité. Et en fait, c'est un gars, comme ça fait quasiment 15 ans qu'il fait de l'art digital, il a fait des cours, il met ses assets en open source, etc. Il y a beaucoup d'artistes qui faisaient du NFT, qui vont me dire, fais-en, tu vois, puisque moi tu m'as inspiré à faire de l'art. Et en fait, c'était un mentor pour beaucoup d'artistes qui étaient déjà dans ce milieu-là. Et de par son importance, un petit peu de l'influence qu'il a eu en termes d'inspiration d'autres artistes, on lui rend un petit peu tout ce qu'il a pu faire gratuitement en open source pour cette communauté d'artistes digitaux. Et il a été mis en avant comme un peu le messie de ce qu'allaient être les NFT. Mais ce qui est marrant, parce que moi je me rappelle très bien du drop de Beeple, là c'est 2020, mais à l'époque il ne savait pas ce que c'était un NFT. Tu vois. Il faisait un drop, il disait je sais pas trop ce que c'est en vrai. Je m'en parle un peu les couilles, mais on le fait, tu vois. C'est un mec qui utilise toujours qui est assez vulgaire en général quand il parle. Et c'est un personnage très irrévérencieux, etc. Donc le mec est une personnalité. Mais comme tu dis, il est assez vulgaire parce que quand son œuvre s'est vendue, sa réaction sur Twitter c'était holy fuck. Ouais. C'est tout. C'est des trucs comme ça, quoi. Le mec, c'est ça que j'aime bien, tu vois. Le gars, tu vois, un artiste, c'est toujours ah oui, mon travail, machin et tout. Là, il se prend pas trop au sérieux non plus. Tu vois. Après, c'est difficile de plus se prendre au sérieux quand tu vends des œuvres à 69 millions de dollars, quoi. Mais je pense qu'il a quand même gardé la tête sur les épaules. Et voilà, quoi. Et du coup, il a été propulsé un peu tête de turc des NFT comme ça. Et c'est aujourd'hui, maintenant, toujours l'artiste le plus valorisé sur le marché. Et donc, ça, c'était le mois de mars. Encore une fois, on est en début de l'année. C'est la première fois qu'on entend parler des NFT. Et en même temps, on se rend compte que Ethereum n'est pas scalable. On le savait déjà depuis un bon moment. On en parle assez souvent, justement. On attendait le IP 1559 de l'Ethereum qui débarquait, où on allait brûler des frais Ether. On pensait que ça allait les réduire. Pas du tout. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On continue à payer des frais énormes. Et donc, en fait, quand il y a une blockchain qui a des défauts, ça ouvre un chemin pour les autres blockchains. Et surtout, ce n'est pas des simples transactions, c'est des smart contracts qui sont exécutés, surtout avec les NFT, ça n'a pas le même poids, ce n'est pas le même standard de token. Bref. Et donc à ce moment-là, on a Tezos, une blockchain pour moi qui était une blockchain dinosaure à l'époque. Je l'avais abandonné, donc moi quand j'étais rentré dans l'investissement, j'avais investi dans Tezos, projet français, assez intéressant, staking, rendement, etc. Il y avait eu un bad buzz très tôt aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, pour le coup, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, Tezos, c'est l'une des blockchains les plus réputées pour ses NFT. Ouais. Et c'est également au mois de mars qu'il y a donc le premier lancement de NFT sur Tezos, donc Ikenunk, c'est ça. Et donc on se rend compte que les NFT n'ont plus besoin d'être uniquement sur Ethereum,
mais que les artistes se disent pourquoi est-ce que je resterai sur Ethereum puisque c'est mon art que je veux vendre et je veux qu'il soit accessible aux autres. Du coup, si on peut parler juste un tout petit peu de ça, parce qu'aujourd'hui, il y a toutes les blockchains qui lancent ça, mais Tezos marque une réelle différence. Ouais. Alors, en quoi est-ce qu'ils ont marqué une différence? Comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qui fait le succès de leur NFT? Déjà, par l'approche. C'est-à-dire que les plateformes qui existaient jusqu'ici, c'était des plateformes assez corporate. Et d'ailleurs, tu voyais Nifty Gateway à l'époque avait un bon volume parce que tu pouvais payer en carte de crédit, parce que tu n'avais pas de frais de gaz quand tu faisais des achats, etc. Donc, c'était pas vraiment sur Ethereum, c'était sur une layer en fait. Et donc, du coup, en termes de frais, tu t'en sortais plutôt bien. Dès qu'il y avait eu OpenSea qui commence à arriver, on a vu que oui, en effet, en frais, c'était compliqué. Et c'est l'approche, en fait, c'est un peu. Tezos, c'est un peu comme un label indépendant face à des majors comme Universal. Pourquoi? Puisque Ikenuk, ça a été créé par un mec. Ok. Raphaël Lima, tout seul, un Brésilien derrière son ordi, il a fait une plateforme. Et le but, c'était de dire, moi, je vais pas faire un UI trop compliqué. Il a fait un truc minimaliste. Donc, il y a des gens qui aimaient, des gens qui n'aimaient pas. Moi, je trouvais que c'était plutôt simple puisque l'UI des autres plateformes était compliqué. Donc, tu te perdais. Là, c'était simple. Tu avais un bouton acheter, un bouton vendre, c'est tout. Ok. Tu n'avais rien d'autre. Et du coup, c'est cette approche un petit peu indépendante qui a plu à beaucoup de gens. Et surtout, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour beaucoup d'artistes, c'est que minter sur Ethereum, disons que ça te coûte 100, 200 balles, tu vois. Si t'es un artiste brésilien et que le revenu moyen au Brésil c'est 40 $ par mois, Ouais. 200 balles ça fait mal, tu vois. Et ça a ouvert la porte à beaucoup d'artistes étrangers, d'Amérique du Sud, des Philippines, d'Asie du Sud-Est, etc. Et même d'Afrique aussi, qui ont pu faire des NFT à des coûts qui sont raisonnables, à même pas $1, quoi, en général. Quand tu mintes un NFT sur tes sauces, c'est de l'ordre de $1, quoi. Et du coup, ça a ouvert la porte à beaucoup d'artistes qui jusqu'ici étaient exclus parce que déjà ils n'avaient pas de crypto, etc. Et il y avait un truc qui s'appelait aussi la Tezos Foundation où en fait ils prêtaient des cryptos, même pas ils les donnaient d'ailleurs, à des artistes pour pouvoir minter leurs œuvres. Des mecs qui venaient justement de Brésil, etc., qui n'avaient pas les sous de le faire, en fait. Tu vois. Et donc, du coup, on leur donnait des liquidités en Tezos pour qu'ils puissent participer au mouvement NFT. Tu vois. Donc, ça a donné vraiment un second souffle à une création un peu plus indépendante d'artistes. T'as vraiment. Aujourd'hui, les NFT sur Tezos, ils se vendent parfois à quelques dollars, alors que c'est de qualité parfois bien plus supérieure à ce qui se fait sur Ethereum. Tu vois. Ouais. La même chose qu'ils vendent sur Tezos, tu la mets sur Ethereum, ça se vend 10 fois, 100 fois plus cher. La même chose. Hein. Et d'ailleurs, des gens qui le font, parfois ils rappent des trucs. Le Crest, il le fait beaucoup. Il y a des monstres qui sont sur Tezos, ils ont des monstres sur Ether. Ouais. Et sur Ether, sur OpenSea, le floor est aux alentours de 6 8 Ether. ouais, 6 et 7 Ether. Alors que si on va sur Object, le floor, il doit être, je sais pas, 20 Tezos. Ce qui est Un peu combien, plus 100 quand $. même. Mais Après, ça dépend de l'œuvre, encore une fois. les C'est... œuvres, la longueur d'édition, mais en gros, ouais, c'est 10 fois plus cher. Il y avait un exemple d'un mec qui avait wrappé un John Carell, qui est un artiste, un des meilleurs artistes les plus cotés dans la blockchain Tezos. Le même NFT, wrappé et mis sur Ether, il se vendait franchement 10 fois plus cher, 10 à 15 fois plus cher. Ouais. Alors que le mec, l'acheteur n'a juste à transférer ses Ethereum en Tezos pour pouvoir l'acheter, mais comme tu as des maximalistes, les maximalistes ils touchent pas à Tezos, tu vois, même pas avec un bâton, tu vois. Donc il y a des mecs parfois qui s'exclusent de ce marché-là sur la base de sur quelle blockchain c'est. Et c'est vrai que tu as moins de liquidité sur Tezos. Je pense que tu as moins de whale aussi, tu as moins de personnes qui ont une énorme masse de Tezos. Alors j'ai pas la token répartition de machin, mais du coup, t'as pas des mecs qui peuvent se dire je vais lancer 6000 Tezos comme ça d'un coup de patte, tu vois. Donc ça aussi, ça joue un peu sur la valorisation des œuvres sur cette plateforme. Et je trouve que ce que tu as dit aussi, ça rejoint un peu l'idée derrière les crypto-monnaies, c'est que les crypto-monnaies, ça peut être un investissement, ça peut être un bon moyen de se faire de l'argent, mais pour certains pays, c'est aussi une solution. Ouais. Et je trouve que justement là, Tezos, pour le coup, on peut dire ce qu'on veut sur leur blockchain, que pour moi, encore une fois, pour moi c'était un dinosaure qui n'avait pas existé mais depuis des années. Parce que moi j'ai vendu mes Tezos à 5 $. Non, pardon, je les ai vendus à 1 $. Je les ai vendus à 1 $, je les ai achetés à 50 centimes, c'est jamais monté, je me dis bon, tant pis, je dégage ça. Et ensuite, quand j'ai vu les NFT exploser sur Tezos, et tu en as parlé sur notre Discord justement, j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus. Et donc maintenant, j'ai des Tezos avec lesquels je trade un peu des NFT, avec lesquels je m'amuse un peu. Tu vois, les NFT c'est fou parce que tu te retrouves à acheter un truc 3 fois plus cher que tu ne l'as vendu et tu l'aurais jamais fait autrement. Tu vois. Ça aurait été juste sur de la base de spéculation crypto, tu te dis mais je vais acheter un truc 3 fois plus cher qu'au moment où je l'ai vendu en pensant que c'était le top, tu vois. Et parfois les NFT c'est de faire des trucs comme ça où tu achètes à des prix, tu te dis mais pourquoi est-ce que j'achète à ce prix-là Mais juste parce que parfois t'as pas le temps, il faut de la liquidité maintenant pour pouvoir participer à ce drop-là. Et du coup ça permet, je pense aussi, ça fait des... ça régularise un petit peu mieux la crypto dans le sens où il y a des gens qui achètent maintenant à des points différents, même des points qui ne paraissent pas logiques en termes de fluctuation du cours de la crypto en question. Et je pense du coup que ça permet aussi
stabiliser un peu les mouvements de swing qu'il y a sur certaines cryptos. Le Tezos, tu vois, maintenant, il oscille concrètement entre 3 et 6 dollars, quoi. Alors, c'est le simple au double, mais il va jamais faire des fois 100 ou divisé par 100. Tu vois, il y a moins de swing très important. Ouais. Et je pense que c'est du coup assez bénéfique aussi pour l'environnement crypto en soi, d'avoir plusieurs points d'entrée comme ça qui ne sont pas juste justifiés par la valeur à l'instant T de la crypto. Il faut se dire que pendant des années, on se disait, la crypto, qu'est-ce que tu peux en faire? Tu peux rien acheter avec. Et c'est un peu le seul truc maintenant que tu peux acheter avec de la crypto, quoi. Ouais. Bon, après, tu as plein de produits, etc. Mais voilà, c'est une des seules choses que littéralement tu peux acheter avec de la crypto. Ouais. Putain, mec, on s'égare de ouf à chaque fois. De folie. Tu peux regarder si ça tombe toujours d'ailleurs. Tout le monde parle et je pense que c'est le plus connu aujourd'hui grâce à Twitter notamment, grâce justement aux bruit que ces NFT là font, c'est les PFP, les Profile Pictures. Donc c'est des NFT et on va parler de 2 collections en particulier. Donc on va parler de CryptoPunk et on va parler des Bored Ape Yacht Club. Les CryptoPunk, il faut savoir, c'était les premiers NFT, il me semble, sur la blockchain Ethereum et qui sont on-chain également. C'est ça la différence qu'il faut prendre en compte. Ouais, alors chaque CryptoPunk ne sont pas on-chain, il y a une image générale des CryptoPunks qui sont on-chain, mais chacun ne sont pas vraiment. C'est des technicités, franchement, on s'en fout un petit peu. Mais vraiment les CryptoPunks, qu'est-ce qui fait la valeur d'un CryptoPunk aujourd'hui? C'est son importance historique, comme tu l'as dit, c'est considéré comme les premiers NFT sur Ethereum, même si tu creuses un petit peu, c'est pas vraiment le cas, etc. Mais bon, c'est des trucs qui aujourd'hui, c'est comme les CryptoKitties, tu vois, aujourd'hui ça vend pas. C'est des légendes qui restent. C'est l'importance historique qui compte là dans ce cas-là, tu vois. Et ce qu'on a vu aussi, donc ça, je crois que c'était au mois d'avril, que les CryptoPunks ont commencé, le floor de CryptoPunk, donc le prix minimum des CryptoPunks, a commencé à augmenter d'une façon significative. Et aujourd'hui, si on veut acheter un CryptoPunk, on est aux alentours de 400 000 $, quelque chose comme ça. Ouais, ça aussi entre 350 et 450 000 $. Moi, je me souviens, début d'année, on était aux alentours de 12 000, quoi, à peu près. Mais déjà à l'époque, 12 000 $ dans un NFT, ça paraissait énorme en fait. Il n'y avait pas grand monde qui était prêt à faire ça, quoi. Et tu avais peu de volume. Surtout pour des pixels, hein. C'est des pixels. Ouais, c'est du pixel art, donc c'est vrai que même artistiquement, ça se pose la question. C'est du génératif, donc il y en a qui ont l'air un peu bizarre, tu vois. Il y a des traits qui sont pas forcément jolis. Il y en a pas mal qui se ressemblent aussi. Enfin voilà. Aujourd'hui, tu lancerais les CryptoPunks aujourd'hui, ça marcherait pas. Oui, vois, évidemment. Ça serait pas à la hauteur de ce qui se fait aujourd'hui. Et les mecs mettent la barre de plus en plus haute à chaque fois, quoi. Mais vraiment, ouais. CryptoPunk, fondamentalement, il y a 2 raisons que ça avait de la valeur. C'est que déjà, l'importance historique et aussi le statut de OG, comme on dit, que ça te procurait. Parce qu'en fait, si tu avais un CryptoPunk, maintenant, si t'es un CryptoPunk, t'es peut-être une célébrité qui a plein d'argent et qui a acheté le shiniest thing in the room sans réfléchir. Tu dis, il me faut un NFT, qu'est-ce qu'il me faut? Ah, un Bored Ape et un CryptoPunk. Tu vois, tu réfléchis pas, tu cherches pas plus loin, tu dépenses 300 000 balles et ça y est, tu l'as. Et donc aujourd'hui, la communauté des CryptoPunks, c'est plus des nouveaux riches un peu qui ont acheté un truc et c'est plus vraiment des OG de la crypto qui étaient là à la base. Justement, je trouve que c'est intéressant de voir ce switch-là parce qu'on a vu le floor qui est monté, donc il y a des gens qui ont vendu les CryptoPunks. D'ailleurs, il y en a un récemment qui était vendu, le 6529, il me semble, qui a fait énormément de bruit. Parce que c'est un gars qui a énormément contribué à la communauté, justement, qui a vraiment. 42,56, je crois, ça s'appelle. 41,56, un truc. Je vérifierai au montage, je modifierai ça. Il y a un petit truc qui a raison. Je pense que c'est moi. Mais... C'est, comme tu dis, ça avait une importance historique. En ce qui concerne les BAYC, je ne sais pas comment ça, on peut parler de Bored Ape. En ce qui concerne les Bored Ape, c'était différent. C'est pas le même concept. C'est qu'en ayant un NFT, tu avais accès à un groupe privé où tu pouvais discuter avec des gens un peu à l'image d'un country club aux États-Unis ou d'un club de golf où il n'y a que des riches qui vont là-bas et qui se réunissent entre eux, qui parlent entre eux. C'est plus du réseautage, des connexions, des événements, enfin un peu de tout ça. Et pareil, on a vu, c'était au mois d'été, c'était en été, il me semble, vers le mois de juin, juillet, j'ai commencé à en entendre parler. Parce qu'il y a Stephen Curry qui avait acheté un Bored Ape, justement. Et ensuite, on a eu Post Malone, on a eu Eminem, on a eu tellement d'artistes qui en ont acheté. On a eu Logan Paul, il me semble aussi. Toutes les célébrités. Et pareil, ça, c'est quelque chose qui a fait énormément de bruit. Parce que tout le monde en parlait, tout le monde disait, mais regardez, ils vendent des JPEG mais pour des milliers et des milliers de dollars, même des millions de temps en temps. Et récemment, encore une fois, ça c'est un petit dérivé, le floor des Bored Ape avait dépassé le floor des CryptoPunks, ce qui était un moment historique parce que tout le monde disait les CryptoPunks ne pourront jamais se faire dépasser. Exactement, ils avaient une assise un peu sur ce marché-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que Bored Ape a vraiment défini aujourd'hui tous les codes des collections PFP comme on l'entend, l'aspect communautaire et aussi cette même esthétique, tu vois, ce côté un peu dessin cartoonish. 80% des collections qui sont sorties après avaient ce côté-là. Aujourd'hui, après en fin d'année, maintenant tu as eu des trucs un peu plus photoréalistes.
Bon, genre Mechaverse, Hypebeast, etc. Tous ces projets-là, même Clonix, enfin voilà. Donc il y a même l'esthétique à ce niveau-là a été vraiment une impulsion pour tous ces projets-là. Et surtout leur travail marketing, le côté communautaire de on retweet à fond, etc. Et ça, c'était assez jamais vu en fait, tout simplement. Et franchement, il n'y a pas vraiment d'explication logique du pourquoi, du comment, tu vois, puisque c'est pas vraiment été la première collection à faire ça, etc. Mais c'est juste qu'ils ont eu un momentum tellement fou que c'est parti, voilà, ça a fait. Ouais, c'est resté, hein. Ça ne s'est jamais arrêté. Et tu te demandes pourquoi. Hein, et en fait, au début, il y avait vraiment aussi le fait que quand tu achètes un Bored Ape à l'époque et que tu payais ça un Ether, disons, franchement, ça t'apportait genre en moyenne 2000 followers quasi immédiatement, tu vois. Puisque les mecs étaient tellement intenses, ils se retweetaient tous, ils se suivaient tous. Donc en fait, d'une certaine manière, tu investissais dans ta présence en ligne, quoi, en achetant un Bored Ape. Sur crypto Twitter, tout ça. Exactement, tu vois. Alors que quand tu avais un CryptoPunk, à la limite, souvent c'était des gens un peu discrets, etc. On disait, regarde lui, il a un CryptoPunk, alors que là, c'était un peu différent, oui, c'est vrai. Ouais, il y a un côté un peu plus parieur et je pense que ça a été vraiment le moment en fait, où il y a beaucoup de gens du monde de la crypto classique qui sont venus dans les NFT et qui se sont dit qu'est-ce qui nous intéresse, et ce côté profile picture était intéressant, et sur l'esthétique aussi, etc. Et notamment ce phénomène de rareté qui était un peu plus marqué quand même que sur CryptoPunk. Sur CryptoPunk, tu as une rareté de certains traits, mais tu n'as pas des super rares traits, tu vois, comme tu as sur Bored Ape. Sur Bored Ape, tu as vraiment des traits où il n'y a que 2-3 Bored Ape qui Donc vraiment, ils ont poussé au maximum ce côté un peu gambling, j'ai le truc rare, etc. Il y a des points d'entrée différents. Et je pense que c'est une des recettes de leur succès aussi également. Et en fait, on voit que depuis que les Bored Ape sont sortis, tout ce qui sort depuis, c'est un peu des copycats quoi, de ce modèle-là. Et qu'il n'y a jamais aucun projet qui a vraiment réussi à avoir le même impact en tout cas que les Bored Ape jusqu'ici, quoi. En fait, maintenant, ça a totalement chamboulé le marché, puisqu'en fait, pendant les 5 premiers mois de l'année 2020, quasiment la moitié du volume des NFT, c'était des NFT dits artistiques, donc des œuvres d'art d'artistes indépendants, des éditions, des œuvres uniques, etc. Maintenant, on est sur 80% des collectibles. Donc vraiment, ça a chamboulé le marché, la répartition de où est-ce que les gens mettaient leurs valeurs, etc. C'était un peu dommage, parce que moi, du coup, au début, j'étais un petit peu... Ça enlève des sous de la main des artistes, etc. Donc j'étais un petit peu là, mais ça m'avait fait réagir plutôt négativement, mais ça m'avait fait réagir, donc déjà, ça montrait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, tu vois. Si ça t'a fait réagir toi, alors qu'il y avait quelque chose derrière. Non, mais le pire, c'est quand un truc te laisse indifférent, tu vois. Si ça te laisse indifférent... C'est le pire qui peut arriver. Si ça te fait réagir négativement, il y a quelque chose qui se passe, tu vois, déjà. Donc, je trouve que c'est général, même pour tous les NFT, pour les médias traditionnels, c'est exactement la même chose. Ça les fait réagir négativement, encore une fois, parce qu'ils disent qui a acheté des JPEG à ce prix-là. Et d'un autre côté, même pour les cryptos, les banques ils disent mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Quel est l'intérêt? Je trouve que c'est assez intéressant. Le pire, c'est quand tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que, ça veut dire que c'est ce truc des révolutions, je sais plus qui disait ça, c'est chaque révolution, au début, les mecs te disent... Il y a 3 étapes. Et ce message, c'est que toute révolution, dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit philosophique, politique, morale, scientifique, ce que vous voulez, si c'est une révolution, elle passe toujours par 3 étapes, toujours. D'abord, c'est considéré comme ridicule, ensuite, c'est considéré comme dangereux, et enfin, c'est considéré comme évident. Ridicule, dangereux, évident. Là, on était dans vraiment c'est dangereux, tu vois. Ouais. Et là, on commence à arriver dans c'est évident, ouais, totalement. Donc c'est cette réaction comme ça qui donne un peu une idée de dans quel mouvement on allait à ce moment-là, quoi. Et après, tout ce qui est sorti, en fait, c'était donc à l'été. Tu as eu une période un peu où on savait plus trop quelles étaient les collections qui étaient intéressantes, etc. Si le marché allait se diriger vers les collectibles ou vers l'art encore. Et finalement, par exemple, tu as plein de plateformes de crypto-art, mais tu n'as aucune vraiment plateforme spécialisée en collectibles, à part peut-être la blockchain Solana qui quand même se spécialise pas mal dans les projets collectibles. Tu as quasiment 0 projet artistique fondamentalement. Donc voilà, j'ai envie de dire c'est Solana qui a pris un peu cette place-là de spécialiser en collectibles, quoi. Mais tu le vois bien, même les plateformes, du coup, elles ont eu du mal à suivre derrière, tu vois. Et voilà. Et c'est aussi le fait que quand tu as des éditions de 10 000, on parle souvent de rareté numérique en NFT, on dit la scarcity, et plus c'est scarce, mieux c'est. Moi, je trouve que c'est con comme concept. Pourquoi? Parce qu'en fait, un truc rare, s'il n'y a que toi qui le vois, ça ne sert à rien. Alors qu'une collection de 10 000, elle se popularise bien plus rapidement. Et en fait, la popularité, c'est un mécanisme de valeur bien plus important que la rareté. Et du coup, plus un truc est populaire, même s'il y en a beaucoup, et la popularité, elle dépasse toujours la rareté. Donc au final, il y aura toujours des gens qui en veulent, tu vois. Et je pense que fondamentalement, c'est ce qui a vraiment permis à Bored Ape de réussir. C'est vraiment que ça a une popularité grandissante, qui a été aidée par la communauté, qui était en fait finalement
pourquoi est-ce qu'ils partageaient ça? Parce qu'ils avaient envie de se faire de l'argent, tu vois. Ils avaient envie d'en parler, donc avec que ça soit connu. Donc il y a vraiment eu cet aspect tribal marketing un petit peu, etc. Mais à savoir à quel point ça avait été orchestré, manigancé, on peut pas vraiment savoir, tu vois, aujourd'hui. Mais peut-être qu'il y a une partie, ils avaient peut-être un gros budget marketing, etc. Ça, on n'a aucune idée. Ouais. Et on sait toujours pas d'ailleurs qui sont les créateurs des board ape réellement, tu vois. C'est une équipe Danone et aujourd'hui, c'est marrant puisque aujourd'hui un projet Collectible avec une équipe Danone, ça ne marche pas. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas confiance. Ouais. Pourtant, board ape, on ne sait pas qui c'est, tu vois. Donc ça te pose la question, tu vois. Il y a vraiment des évolutions sur les pratiques, etc. Et ça a pas mal évolué, c'est pas mal précisé, confirmé. Et puis maintenant, tu as de plus en plus de trucs. Tu vois. Et du coup, en 2020, on a eu le DeFi Summer. C'est la DeFi a explosé de partout. Là, on a eu le NFT Summer, mais il y a un concept qui rejoint un peu les deux. C'est le Play to Earn. Donc, Play to Earn, jouer pour gagner de l'argent. Ouais. Et généralement, c'est les jeux-là. Dans les jeux-là, tu vas utiliser des NFT pour avoir de meilleures performances, pour avoir de meilleurs avatars, pour avoir tout ce que tu veux, ce qui va permettre d'améliorer tes performances dans le jeu. On a eu 3 grands exemples, dont un français. Donc Sorare, qui est devenu une licorne d'ailleurs cette année. C'est 100 millions, je crois, de levée de fonds, un truc comme C'est ça, sur toute l'année, ils ont fait 2 levées de fonds, il me semble. Je crois qu'ils ont fait 2 levées de fonds. On a eu NBA, avec NBA Top Shot. Donc encore une fois, un géant tout simplement qui se lance dans les NFT. Encore une fois, c'est des cartes à jouer, etc. Et on a eu Axie Infinity, je trouve que c'était un exemple un peu différent des 2 autres. Parce que dans Axie, donc justement, tu avais les différentes crypto-monnaies qui te récompensaient en fonction de ta performance dans le jeu. Ensuite, tu pouvais dépenser tes crypto-monnaies ou alors les revendre. Et je trouve que ce concept est vraiment intéressant. Et je pense que ce concept va rester tout simplement parce qu'on a eu Ubisoft, d'ailleurs sur Tezos, qui se sont également lancés dans les NFT sur… je ne me rappelle plus exactement le jeu, je ne sais pas si tu l'as en tête. Ils ont fait un rétropédalage, justement, puisque la communauté gaming a dit « Ah mais non, ne mettez pas des NFT, nous on n'en veut pas, etc. » D'accord. La communauté gaming, déjà sur Twitter, c'est très virulent, et en général, dès qu'il y a un truc comme ça, ils levaient de bouclier, tu vois. Ouais. Donc, ils ont rétropédalé sur ce sujet-là, c'était sur Rainbow Six, c'est ça. C'était leur série Tom Clancy, là. C'est ça. C'était juste un tout petit truc, c'était juste une arme, un truc en précis. Ouais, une arme, un bouclier, un casque et autre chose encore, je sais plus. C'était vraiment avec le bout des doigts, le tout petit. Ils ont testé l'eau et ils se sont fait mordre direct par un piranha et ils se sont dit non, c'est pas pour nous, tu vois. Mais le concept du play to earn en lui-même, je trouve que c'est quand même assez intéressant parce qu'imagine quand tu es un enfant, quand tu joues à un jeu vidéo. Aujourd'hui, on dit ouais, c'est mauvais de jouer à un jeu vidéo, tu passes tout ton temps là-dessus. Au final, si on ajoute un intérêt financier qui peut soit se transformer en argent réel dans la vraie vie, soit améliorer tes performances dans le jeu et donc rendre l'expérience que tu passes tout simplement plus géniale. Aujourd'hui, dans un jeu vidéo, combien de gens passent leurs heures dessus et sans rager et au final tu as de moins en moins de plaisir. Tandis que là, si tu es bon, bah, tu es mieux rémunéré. Si tu n'es pas bon, tu es quand même rémunéré, mais c'est ce qui te permet d'améliorer tes performances. Encore une fois, je fais une très grosse généralisation quand je dis ça. Problème fondamental du play to earn, maintenant il y a une précision un peu de ce concept-là et on parle de play and earn maintenant. C'est-à-dire que le play to earn, c'est tu joues pour gagner de l'argent. Sauf que le problème, c'est que dès que les gens gagnent de l'argent sur leur jeu, ils le sortent direct. Donc en termes de gestion de liquidité pour ces plateformes-là, c'est un petit peu compliqué. Et surtout, en fait, c'est pas des jeux marrons, quoi. Axie Infinity, c'est un peu chiant, quoi. Le gameplay est un peu naze. Et donc, ils essayent de plus en plus. Fondamentalement, c'est chiant, t'as pas envie de jouer à ça. Allez, le sponsoring de Axie Infinity, on l'oublie. Non, mais tu vois, aujourd'hui, les gens qui jouent à Axie Infinity, déjà, tu gagnes pas énormément d'argent. C'est intéressant quand t'es un petit Philippin et que, pareil, $30 par mois, c'est énorme pour toi. Et donc, si tu peux faire 1 ou 2 dollars par là, c'est intéressant pour toi. Mais quand tu habites en Europe, en termes de temps, d'investissement de temps, c'est pas forcément très intéressant. Mais de plus en plus, on essaie de faire des jeux qui sont sympas et en plus dans lesquels tu peux gagner de l'argent. Et typiquement, c'est le concept par exemple de Fortnite où on dit les skins que tu achètes en premier marché, on peut toujours acheter des choses dans des jeux vidéo, il y en a toujours eu. Tu peux acheter des tokens sur WoW, etc. pour avoir des PO, etc. Mais fondamentalement, quand tu achètes une skin sur Fortnite, tu peux pas la revendre, quoi. Tu l'as une fois et puis tu peux rien en faire, quoi. Et juste cette notion d'apporter les NFT, de se dire tu peux être propriétaire de choses que tu gagnes réellement, en plus en t'amusant, tu vois. Et je pense que de plus en plus, il va y avoir une amélioration quand même des gameplays dans ces jeux-là pour rendre vraiment ça amusant. Et en plus, si t'es bon, gagner de l'argent, tu vois. Mais jouer juste pour gagner de l'argent. Mais ce que moi je trouve, ce que je trouve ouf avec Axie Infinity, c'est qu'avec 2 millions de joueurs, leur coût d'acquisition de nouveaux joueurs est presque nul. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ne dépensent pas tant que ça en marketing, ils participent à des événements, ils viennent présenter leur plateforme, ils viennent présenter leurs solutions, mais leur coût d'acquisition par rapport au nombre de joueurs total qu'ils ont aujourd'hui, c'est immense. Et c'était justement leur succès à ce moment-là. D'accord, ok. Donc voilà.
On va arriver vers la fin de l'année. Ouais. Donc, il nous reste un grand événement qui a fait énormément parler de lui, c'est Metaverse, grâce à Facebook notamment. Sachant que les Metaverse existaient déjà avant. On avait déjà Decentraland, on avait déjà Sandbox, on avait déjà d'autres. Ouais, tous ceux dont on parle aujourd'hui, c'était existé déjà au début de l'année. C'est quoi. ça. Mais en fait, le fait que Facebook dise, ouais, nous on veut le Metaverse, sachant qu'ils sont en train de développer leur propre crypto-monnaie, qu'ils sont en train de faire leur propre wallet, etc. Et que Facebook avait tout simplement une sale image. Et tout le monde déteste Facebook par rapport aux données personnelles, par rapport à Mark Zuckerberg, par rapport au nombre de procès qu'ils ont tout simplement. C'est le grand méchant, ouais. Et changer de nom, ça les arrangeait et ça leur permettait ce switch vers le métaverse, le digital, etc. D'ailleurs, il y a une info qui est sortie cette semaine, c'est qu'ils vont utiliser les expressions faciales des êtres humains pour pouvoir adapter leurs ads. Donc, Ah ouais. donc là, on commence à aller encore plus loin dans les données. Ouais. Et donc, tout le métaverse, on a plein de jeux qui ont commencé à se développer réellement, sachant qu'aujourd'hui, on peut déjà acheter des parcelles dans le métaverse, en fonction du métaverse dans lequel vous êtes. On peut acheter des wearables, c'est ça d'ailleurs les NFT les plus... Ouais, tout à fait. Tout les est plus backé utilisés. sur NFT dans les Voilà, métavers, c'est ça. Donc, que ce soit une parcelle, que ce soit un wearables, que ce soit un skin, peu importe, tout va passer par la NFT contenu dans votre wallet. Et ensuite, quand vous allez vous connecter sur le jeu, vous allez pouvoir choisir votre avatar et en faire ce que vous voulez au final. Et du coup, ça, c'était la dernière grande nouvelle de l'année. Ouais, il y a eu un vrai engouement pour le concept de Metaverse qui existe depuis longtemps, qui a été développé par un mec qui s'appelle Neil Stephenson, qui a fait un bouquin qui s'appelle Snow Crash, où en fait il parle du concept de Metaverse, d'une réalité virtuelle, etc. Et en gros, tu as 3 principes fondateurs à Metaverse. C'est la VR, ou alors un peu de la VR++, comme on l'imagine en science-fiction, un côté open source, Ouais. et un côté lié à la blockchain, quoi, concrètement, et d'avoir une propriété, etc. Meta, donc Facebook, aujourd'hui c'est pas open source, tu vois. Mais Sans blague. franchement, Meta, pourquoi ils ont fait ça? C'est qu'ils ont acheté Oculus, tu vois. Donc à un moment, il faut bien qu'ils utilisent la VR. Et la VR, il y a eu un taux d'adoption qui était quand même assez limité. Et de plus en plus, maintenant, ça devient quand même assez abordable d'avoir un set VR. Tu peux en avoir un très bien pour 300 balles, quoi. Donc c'est moins cher qu'un ordi portable ou même un téléphone, tu vois. Donc, il y a de quoi s'amuser. Franchement, la VR, c'est cool, tu vois. Pour en avoir fait pas mal, tu t'amuses bien. Et donc du coup, il y a cette logique quand même de stratégie, d'acquisition, de synergie par rapport aux différentes entreprises qu'ils ont, etc. Mais et ce côté monde virtuel avec le Covid, il ne faut pas oublier que tout ça, ça a été quand même dans un cadre de confinement, de Covid, etc. Et c'est pour ça que quand tu as eu les déconfinements à l'été, tu as eu une perte un petit peu de volume sur des trucs de crypto, etc. En septembre, etc. Les gens ressortaient. Donc du coup, ils étaient un peu moins sur les NFT, c'était un peu moins en ligne, tu vois. Et vraiment, ça a été un conduit, comme on dit, tu vois, pour cette croissance-là, le Covid, quoi, concrètement, et les confinements, et le fait d'être chez toi, et de rencontrer des gens en ligne, et pas forcément dans la vraie vie, quoi. Donc tout ça, ça parle, et je pense que c'est aussi se dire que peut-être que oui, les confinements, des trucs comme ça, on ne le souhaite pas, mais ça va peut-être encore durer quelques années. Ouais, je pense, oui. Les pandémies, on aura peut-être encore plusieurs et différentes, peut-être autre chose que le Covid. Mais voilà, donc il y a cette dimension-là. Et c'est vrai que l'annonce de Meta a fait pas mal bouger les choses, dans le sens où les gens ont enfin découvert ce mot métaverse, quoi. Ouais. Et le dernier concept, c'était l'interopérabilité, pardon, pas les NFT. En gros, aujourd'hui, les métaverses, ils ne fonctionnent pas les uns avec les autres, tu vois. C'est ça, ouais. Quand tu es sur Sandbox, ton avatar, c'est pas le même que sur Decentraland, c'est pas le même que sur CryptoVoxel. Ouais. Et donc, c'est plutôt des mini-verses que des métaverses, quoi, parce que tu peux ça. pas aller de l'un à l'autre, tu vois. Donc, il y a vraiment ce challenge de l'interopérabilité qui va vraiment, je pense, définir le futur de ce concept de métaverse. Et que si ce challenge-là est pas réalisé, c'est un peu le théorème de 2.0, quoi. Si ce truc-là, il n'est pas réalisé, ça va sentir un peu le roussi pour le métaverse. Et tout ça est un peu encore embryonnaire à plein d'égards. Et les choses que tu peux faire sur le métaverse sont assez limitées. Moi, je suis allé dans des concerts, des trucs comme ça, c'était sympa, tu vois. Mais je passe pas mon temps sur le métaverse, tu vois. Ouais. Donc, je passe plus de temps sur Twitter et Discord. Donc, pourquoi pas, tu vois. Alors que c'est bizarre, c'est un truc où tu peux échanger. Pourquoi on n'irait pas sur le métaverse, tu vois. Surtout moi qui passe mon temps dans les trucs d'NFT. Donc, il y a encore des choses à se développer. Et il y a ce lien avec le gaming, justement, parce qu'eux, ils offrent une infrastructure. C'est ce que fait par exemple Sandbox, tu vois. Ils offrent une infrastructure pour que les mecs développent des jeux sur leur métaverse directement. Et c'est hyper intéressant parce que l'industrie du jeu vidéo, on connaît très bien les conditions de travail dans celui-là. C'est que y a des mecs qui travaillent pas à plein temps, ils travaillent à triple temps, tu vois. Et pendant 3 ans, quoi. Ouais, et ils sont à 4000 à faire des trucs, des jeux sur triple A et le truc se plante. Enfin, c'est absurde, tu vois. Donc il y a plein de mecs, il y a plein de gens, je pense, qui veulent devenir développeurs de jeux vidéo dans la vie, tu vois. Et donc du coup, ça offre des potentialités d'emploi qui sont un peu plus indépendantes, un peu plus intéressantes. T'es pas obligé de vendre ton âme à un gros studio de jeux vidéo et de te faire presser comme un citron. Au bout de 3 ans, tu peux plus et tu vas faire autre chose, tu vois. Donc il y a aussi ce côté un peu travaillé dans le Web3 qui intéresse pas mal de gens avec le Metaverse, et notamment des créateurs en fait. C'est vraiment
tout ce qu'on a vu depuis un an, les NFT, etc. En fait, c'est vraiment l'arrivée de l'économie de la connaissance et des créateurs et des artistes dans la crypto. Ces gens-là, jusqu'ici, ils étaient totalement étrangers à la crypto, tu vois. Et moi, c'est un truc qui au début m'avait fait tiquer. Je me disais, les artistes, ils acceptent de se faire payer en crypto, c'est quand même pas anodin. Ouais. C'est juste que les artistes, ils n'ont pas de thunes. Donc en général, si tu pourrais les payer en sandwich, ils le prendraient, tu vois, franchement. Donc à un moment, la crypto, pourquoi pas. Donc ça a vraiment fait quelque chose comme ça. Ça a apporté, je pense, une nouvelle vague de personnes différentes, avec un point de vue différent sur ces questions-là, et qui était très différent de finalement la population des investisseurs crypto, un peu plus tournée finance, etc. Tu vois. Donc je pense que ça a apporté aussi un peu de la diversité dans ce milieu-là, qui était franchement assez nécessaire, quoi. Et d'ailleurs, ça a amené également d'autres marques à se lancer dans la crypto. C'est Ouais. cette annonce du Metaverse. On a eu Adidas qui a acheté une parcelle sur Sandbox, il me semble. Et on a Nike qui a racheté le studio Artifact. Donc ça, c'est les grosses news du Metaverse. Et le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'était une initiative par un gars qui s'appelle Zach XBT sur Twitter, qui est un gars qui, généralement, il essaie de trouver les scammers, que ce soit dans les NFT, les cryptos, les gars qui font du pump and dump. Et il en parle ouvertement, il montre les preuves et il met tout en avant. Il a d'ailleurs exposé Sam Pepper qui s'est fait afficher pour Save the Kids, qui a été abordé par Cofizilla sur YouTube, qui était une affaire assez intéressante également cet été. Et ce qu'il s'est dit à la fin de l'année, c'est qu'on a eu tellement de NFT de droite, d'à gauche, et vraiment, enfin, tout le monde en avait. Et il s'est dit, bah écoutez, ce que moi je vais faire, c'est une initiative. Ça s'appelle le Santa Swap. Le Santa Swap, c'était, tu achètes ton ticket pour 0,02 ou 0,03 Ether. Avec ce ticket-là, ce que tu as le droit de faire, c'est de déposer un NFT dans la pool de NFT et ensuite recevoir un NFT d'une autre personne qui a déposé dans la pool. Et c'était un concept assez intéressant, je trouve, surtout en fin d'année où tout le monde reçoit des cadeaux et le principe du Secret Santa au final. Exactement. Et je trouvais que c'était assez intéressant, surtout de le faire avec des NFT. Il y avait un Cool Cat dans tous ces NFT, donc le NFT le plus cher donc, de la collection, mais il y avait également des petits NFT. Le problème avec cette collection-là, encore une fois, parce qu'il faut parler des avantages et des inconvénients, le problème c'est qu'il y a des gens qui ont juste mint une image qu'ils ont mis dedans et qu'au final, c'était pas forcément intéressant. Ou alors les gens qui ont bridge des NFT de Polygon ou de Tezos sur Ether, juste pour participer au swap. Ce qui au final n'est pas forcément jouer le jeu, mais je trouve que l'initiative était géniale. Et au final, il y a 16 000 $ qui ont été versés à 5 associations différentes, donc à peu près 80 90 000 $, quelque chose comme ça. Il y a toujours Combien des gens qui essayent. 350 000. T'es sûr? Ouais. Tu peux vérifier? God damn. C'est sûr. Bah, là, non. Mais presque 350 000 Ethereum. T'es sûr? Ouais. À participer? Ah non, 350 ouais, 000 ouais. qui ont été reversés aux 16 000 autres. $, ça me paraissait pas énorme. Ouais. Merci pour l'intervention, Lucas. Au montage, je mettrai le montant final. Ce côté même caricatif, je pense que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans la crypto aussi et communautaire. Et c'est vrai qu'il y a toujours des gens pour exploiter le système. Tu auras toujours des gens qui veulent faire un peu le mec plus intelligent, etc. Et là, en l'occurrence, c'est un peu dommage parce que c'est l'esprit de Noël, etc. Même si les gens, ils sont là pour l'argent, donc bon, au final, tu savais qu'ils allaient faire ça. Moi, je n'ai pas participé particulièrement, je t'avoue, parce que moi, tous les trucs que j'achète, je suis plutôt attaché à eux. Donc, les donner. J'ai offert par exemple des NFT à Noël à des amis, de la famille, des trucs comme ça, tu vois. Et c'est vrai que c'est un truc assez sympa à donner, notamment pour commencer. Ouais. En fait, quand tu regardes ça de loin et que tu n'as jamais pu commencer, bah, ça t'implique pas trop. Alors, Alors que quand tu en reçois un, ouais, tu veux apprendre plus et tu veux comprendre comment ça marche parce que maintenant c'est à toi. Ouais, Donc ouais. tu as un intérêt personnel maintenant à l'apprendre. Et même si tu veux réussir à le revendre, il va falloir comprendre un moment, tu vois. Il faut t'en sortir, il faut créer un Coinbase, un Binance. Voilà, ouais, Ça ouais. te pousse à le faire et je pense que c'est un bon moyen pour pousser l'adoption. Il y a plein d'initiatives dans ce genre-là. Elles sont toutes assez intéressantes. Mais le problème, c'est toujours quelle est en fait la démarche, est-ce qu'elle est sincère, etc. Tu parlais des gens qui avaient exposé des scammers, etc. Récemment, tu as eu une histoire, je sais pas si tu as vu, d'un influenceur qui s'appelle Bini, qui est un des mecs. Oui, ouais. C'est Et- par Ethic NFT, il me C'est semble. ça, Ouais. exactement. Qui a été dox, donc du coup par des gens qui ont fait des recherches sur eux avec du coup Time Machine, qui est un truc qui te permet d'aller sur des vieux sites internet, etc. Qui ont découvert son identité et qui ont vu que ce mec-là avait parfois soutenu des projets sans vraiment dire qu'il était dedans, avec des capitales, des machins, il plaçait des gens. Bref, il faisait des trucs qui concrètement étaient pas un peu shady, quoi. Ouais. Et on savait que c'était un personnage de base controversé, mais là il a été un petit peu cancel, comme on dit. Et il y a, je pense qu'il y a quand même pas mal d'écrémage là-dessus. Et moi je le vois, il y a plein de gens que je suivais qui s'intéressaient au crypto-art ou à NFT il y a 3 à 4 ans déjà, tu vois. Et c'est pas les NFT influenceurs, tu vois, ces gens-là. C'est pas les gens qui ont le plus de visibilité. Et les NFT influenceurs, c'est un peu les gens qui arrivent un peu de nowhere, tu vois, qui perdent tout d'argent. Et donc du coup, tu as beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Alors c'est le problème de l'anonymité, mais qui en même temps fait partie de
l'univers blockchain. Mais ouais, tu as même des gens du coup un peu comme ça. Et la réputation, entre guillemets, c'est le seul garde-fou que tu as par rapport à des projets NFT et éviter ce qu'on appelle le rug pull, rug pull, j'arrive pas à prononcer ce truc-là. Mais en gros, basé sur la réputation, c'est une chose, tu vois, mais c'est sûr que si on connaît pas ton vrai nom, bah, tu changes de pseudo, tu fais un nouveau Twitter et puis c'est parti, tu vois. Donc c'est un peu compliqué. Mais il y a pas mal de gens, je pense que ça va évoluer avec le temps. On va voir les vrais qui restent, entre guillemets, quand ça va peut-être, quand ça sera en descente ou quoi. Il y aura des gens qui vont rester, il y aura des gens qui vont partir. Et je pense qu'il y a beaucoup des influenceurs qui sont là aujourd'hui, qui vont sûrement disparaître un peu du jour au lendemain. Comme c'était le cas en 2017. Il y a eu beaucoup d'influenceurs, on va dire Bull Run 2017, qui un peu du jour au lendemain sont un peu disparus, quoi. Alors qu'ils avaient un following incroyable à cette époque-là, tu vois. Donc il y a des gens qui tirent leur épingle du jeu. Ils ne sont pas forcément les personnes les mieux intentionnées. Et c'est pour ça que c'est important de faire ses propres recherches. C'est pour ça que c'est important de regarder les équipes derrière les projets, demander des conseils, voilà, s'y intéresser. Et tu as plein de projets comme ça où il faut se méfier, quoi. Et c'est dommage puisque c'est pas l'esprit de base, mais au final, quand il y a quelque chose qui démarre, ceux qui arrivent en premier, ce sont des gens qui veulent en profiter. Et ceux qui restent sur le long terme, ce sont ceux qui sont vraiment passionnés. Je pense que c'est une bonne note pour clôturer le premier épisode. Tu peux vérifier si ça tourne encore ou pas. Une année folle. Merci Brian pour le premier épisode. Franchement c'est cool. Mais par contre on s'égare à chaque fois. Ouais. Mais moi je trouve ça passionnant de parler avec toi. Parce que moi je suis vraiment plus côté crypto, DeFi, investissement. Et toi tu vas être vraiment côté plus art, NFT, les différentes communautés, etc. Donc c'est super cool d'échanger avec toi. Donc l'année 2021 a été très sympa pour les NFT. L'année 2022, elle commence pas très bien pour les cryptos, mais en espérant qu'on aura un changement. Bah non, ça commence pas pour les cryptos, mais les NFT, tout va bien, quoi. Tout Donc c'est intéressant aussi en termes de marché, de se dire il y a une décorrélation entre les deux. Ouais, et d'ailleurs, j'ai vu que quand il y avait des baisses, certaines personnes pensaient à acheter des NFT parce que ça coûtait moins cher d'acheter des NFT puisque c'est coté en Ether et ils préfèrent mettre ça dans quelque chose qu'ils pourront potentiellement revendre. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont regardés, merci à tous ceux qui sont abonnés, qui ont aimé tout simplement ce podcast. N'hésitez pas à nous dire ce qu'on peut changer, améliorer, puisque c'est le premier épisode et on va en tourner d'autres pour justement continuer dans cette démarche-là qu'on a évoquée au tout début de la vidéo. Et puis à la prochaine.